Bonjour à tous, nous sommes actuellement en direct du salon Materials and Light où la cérémonie des trophées Séquence Bois 2020 aura lieu d'ici quelques heures. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir les lauréats des trophées Séquence Bois 2020 et sommes ravis de pouvoir leur poser quelques questions avant cet événement qui promet d'être passionnant. J'ai le plaisir d'être en compagnie d'Axel Accardo et de Corentin Desmichel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Axel, vous êtes cofondatrice de l'agence Ella Architecture basée à Paris et Corentin, vous êtes quant à vous le fondateur de l'atelier Desmichel Architecture et Territoire qui œuvre entre Chartres et Paris. Vous avez collaboré avec l'agence Ella Architecture sur le projet d'une école maternelle dans le 13e arrondissement de Paris et nous aurons le plaisir tout à l'heure de vous remettre le trophée Séquence Bois de la catégorie bâtiment biosourcé. Axel, pourriez-vous nous présenter votre agence en quelques mots? Depuis quand existe-t-elle et quelle est votre démarche de travail? Oui, bonjour. Notre agence elle a été créée en 2009, donc une petite dizaine d'années. On est deux associés, donc Axel Accardo, Linda Gilardone. On est une agence d'environ une dizaine de personnes, une équipe assez jeune. Et notre travail depuis le début est orienté sur la question du logement. Là, le projet, c'est une école. La question du logement et aussi la question de la construction bois, c'est deux domaines à travers donc la construction bois, plutôt les équipements, les petits équipements. Mais c'est deux domaines qu'on a particulièrement creusés et étudiés ces 10 dernières années. D'accord. Corentin, vous pourriez nous dire quelques mots sur votre agence? Oui, j'ai créé l'atelier en 2007. Donc il y a 13 ans et l'idée c'était de pousser un petit peu la recherche dans la construction biosourcée, bois. Alors à l'époque le mot biosourcé n'existait pas mais il est arrivé très vite. Et puis j'ai participé au développement de la rédaction des règles sur la construction en paille. Donc voilà, tous les réseaux, un peu bois, paille, terre aussi en France. C'est ça qui me nourrit pour construire un peu tout type de programme, d'activités, de maisons, de logements ou d'équipements. D'accord. Donc vous aviez tous les deux déjà une certaine expérience des matériaux biosourcés. Quel nouveau défi incarnait ce projet d'école maternelle en plein Paris? Alors, c'est une question auquel on a répondu il y a quelques mois déjà et on avait sollicité toute l'équipe, l'économiste, les BET, et chacun avait une réponse différente. Pour nous, architectes, c'était la gageure, déjà un site très complexe. Donc la gageure, en fait, d'arriver à faire fonctionner le bâtiment dans ce site avec les contraintes urbaines et les prérequis d'implantation urbaine qui étaient demandés, et puis de faire une synthèse cohérente et consciente de toutes les exigences qui étaient portées dans ce projet. Donc, cahier des charges environnementales et puis qualité d'espace. Enfin, Corentin, c'est Oui, c'est ça, c'est qu'on avait un très très beau sujet pour un peu additionner toutes les expériences qu'on avait fait sur différents projets. On peut pas. Là, on avait un petit peu la possibilité de proposer des fondations jusqu'à la toiture, des mises en œuvre très qualitatives, avec un bâtiment qui au final est très confortable, qui nécessite assez peu de maintenance pour les équipements qu'il contient, et voilà, qui architecturalement et techniquement arrive à faire une synthèse qui est intéressante. Et d'ailleurs, c'est un bâtiment qui est Passive House base. C'est vrai qu'on est sur un terrain avec des masques solaires très importants, sur un site avec une géométrie assez compliquée, et tant dans les plans que dans la technique finalement, sur l'enveloppe et sur la résolution en plan, l'idée c'est d'aller chercher de la lumière naturelle le plus possible, alors qu'on a des parties en mitoyenneté avec des masques et des phénomènes de pièces aveugles. Donc il y avait ce défi-là et l'enveloppe comme les plans devaient y répondre. Et vous avez également atteint le niveau 2 du label bâtiment biosourcé. Quel système constructif et quels matériaux vous ont permis d'y parvenir? Oui, le biosourcé de niveau 2, 3, c'est pas très difficile finalement d'y arriver. Il suffit de mettre un peu de bois dans les constructions. Moi j'espère vraiment que ces niveaux vont devenir un peu plus exigeants. Et certains organismes y travaillent régulièrement, donc ça va évoluer. Là, en gros, les planchers sont en bois et les murs extérieurs sont en ossature bois, remplis en bottes de paille. Donc, avec ça, déjà, on arrive à... Il y a aussi beaucoup d'éléments de second œuvre. La plupart des menuiseries, la menuiserie mixte bois-alu. Après, on a quelques ouvrages en béton pour les parties semi-enterrées, c'est du contextuel. Et c'est vrai que sur, par exemple, les isolants où on ne pouvait pas engager de biosourcés, notamment en sous-face de bâtiment ou sur les toitures, on a fait appel, c'est pas des matériaux biosourcés, mais en tout cas, on a recherché aussi des produits peu
peu issus des filières pétrolières ou plastiques. Avec de la récupération de verre par exemple. D'accord. Et est-ce que l'usage de la paille a amené des contraintes spécifiques? Alors, il y a l'épaisseur du mur avec la construction paille qui est importante puisqu'une botte de paille fait 35 cm d'épaisseur. Mais après, quand on regarde bien, pour être passif, de toute façon, quels que soient grosso modo les matériaux, hormis les plus polluants comme le polyuréthane, qu'il faut essayer d'éviter d'utiliser, on arrive à peu près à des épaisseurs un peu similaires, quels que soient les matériaux. On est quand même sur une épaisseur. Et en fait, cette épaisseur, elle crée aussi de l'architecture. Enfin, elle crée de l'usage à l'intérieur ou à l'extérieur. Elle permet, dans cette épaisseur, tu vois, d'intégrer les BSO avec de la laine de bois derrière. Ouais. Elle permet à l'intérieur de créer des petites allèges. On a fait des jeux de vitrage au nu extérieur, nu intérieur qui servent le propos de la façade et qui vont servir l'usage. Donc en fait, cette contrainte, entre guillemets, qui n'en est pas une, elle sert le projet ou on l'utilise en tout cas comme atout quelque part dans le projet. Il y avait quoi d'autre comme contrainte? Peut-être de mise en œuvre, des contraintes de mise en œuvre spécifiques? Pas vraiment, non, parce que là on a fait appel. On était en entreprise générale, mais avec un co-traitant qui s'occupait du lot bois. Donc, qui avait déjà un petit savoir-faire en plus. Enfin voilà, c'était pas un prestataire extérieur et un produit commandé sans expertise derrière. Donc il y avait aussi cette garantie-là. Et puis après. La maîtrise d'œuvre aussi agit en contrôle sur le chantier pour pallier à tout ça. D'accord. Il y avait préfabrication des caissons de bois paille? Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, dans les milieux denses, urbains, même en milieu rural d'ailleurs, la préfabrication est très pratique pour le bois et tous les matériaux un peu sensibles à la pluie pendant le chantier. Ça, en général, ça accélère le temps de chantier, ça fait des chantiers plus propres avec moins de déchets, puisque en fait, tout est un peu dimensionné en atelier en amont. Et puis aussi souvent plus précis, où les questions d'étanchéité à l'air, d'étanchéité à l'eau, de raccord sont globalement plus précis. Et donc c'est que du plus, quoi, la préfabrication. Vous avez une traçabilité sur la paille? Là, elle vient en fait de la région, elle n'est pas parisienne, elle vient de la région de l'entreprise en fait, qui avait son usine, donc c'est dans le 24 vers Bergerac. Ouais. Donc elle avait son usine là-bas pour faire les caissons là-bas et après les acheminer à Paris, donc la paille vient des alentours de Bergerac. Voilà. Après, on pourrait utiliser la paille d'Île-de-France, c'est même la ressource principale d'Île-de-France, parce qu'il y en a finalement assez peu de bois. On a maintenant la terre crue là, qui va se développer avec le Grand Paris, mais la paille, il y a énormément. Voilà. Donc il y a un collectif à Paris qui s'appelle le collectif Paille d'Île-de-France, qui essaye de mettre en lien les producteurs de paille, les entreprises de charpente qui seraient intéressées pour développer ces systèmes, les artisans, les architectes et les maîtresses d'ouvrage. Voilà, les chambres d'agriculture, etc. Donc c'est quelque chose qui est un peu en train de se faire, et c'est avec des exemples comme ça, où la paille ne vient pas pour l'instant du coin, qu'on encourage ce type de projet. Alors là, la particularité, faut élargir, c'est une opération avec un budget en corrélation avec un petit équipement. Quand même un beau budget, mais en tout cas, et elle fait partie d'une opération plus grosse, avec des maîtres d'ouvrage qui se sont réunis pour passer à un marché beaucoup plus gros. Donc là, on était sur une échelle de prestataires, vraiment entreprise générale, sur un marché aux alentours de 30 millions. Pour un ouvrage, si on l'avait réalisé ailleurs et dans un autre cadre de marché de travaux, on aurait pu peut-être trouver d'autres filières aussi. Enfin voilà, il y a je pense, un contexte aussi de passation de marché qui fait qu'on n'a pas même filière. Voilà. Mais là, c'est vraiment la prépa. Sur certains matériaux, on a essayé de viser un peu des filières locales dans la description du document de consultation des entreprises, comme la brique par exemple, où on a demandé une brique avec une description très précise, cuite au feu de bois, cuite au bois, et là on a réussi de cette manière-là à avoir la filière qu'on cherchait, qui était dans les environs de Paris. Mais c'est pas évident d'arriver à aller jusqu'au bout. Et concernant les toitures, vous avez une petite innovation sur cette partie-là avec du CLT qui a été mis en œuvre à plat, ce qui est assez peu courant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez procédé? Alors déjà, on a procédé ainsi parce qu'on avait un gabarit très très limité pour chacune des toitures en fait. Donc on a des toitures à la géométrie assez complexe, enfin déjà en plan.
forme, une espèce de polygone voilà, un peu particulière. Donc déjà faire à plat et ne pas avoir de forme de pente au niveau de la structure, du CLT ou autre élément en bois qui aurait formé pente, c'était idéal. On a travaillé avec les isolants en verre, une partie étant recyclée. Oui, 60% à peu près. Ouais. D'accord. Le pare-brise de voiture. Ouais. Bon. Et en fait, ils ont développé un système où on peut avoir une pente. Alors, on est resté finalement sur une pente à 3%, mais on devait avoir une pente à 2%. Justement, c'est pour ça qu'on était parti sur ce système, parce qu'il nous garantissait. Donc, l'isolant forme la pente sur support bois horizontal. D'accord. C'est un isolant qui est à la fois porteur, isolant évidemment, qui est étanche à l'eau et qui est en fait qui est soudé avec du bitume. Oui, c'est en pose soudée, c'est en pose étanchéité, en pose soudée au matériau. Du coup, alors ils peuvent préfabriquer, en fait, je veux dire pré-modeler voilà, et puis affiner sur le chantier. Bah, c'est des blocs, donc après ils les retaillent. D'accord. C'est vrai que c'est un matériau qui n'est pas biosourcé, mais pour le coup il est imputrescible et je crois que c'est un des rares matériaux à garantir sa résistance thermique ad vitam aeternam. D'accord. Il est imputrescible, c'est du verre cellulaire. Donc, voilà, et c'est vrai que c'est grâce à ça qu'on a pu un peu simplifier. L'origine, c'était vraiment qu'on voulait avoir du 2% de pente, parce que bon, après on a réussi à faire avec un peu plus de pente. Mais l'origine d'aller chercher ce produit, c'était ça. Après, c'est vrai que c'est un certain budget aussi. Voilà, c'est un peu plus cher, mais ça permet d'avoir des toitures végétalisées importantes. Oui, avec parce qu'on est en toiture jardin quand même. On est vraiment sur de la toiture jardin sur, au final, structure bois. Parce que des immeubles de logement en fait, surplombent cette école qui est en cœur d'îlot. Oui, c'est vrai. Et comme avant ce projet, il y avait un cœur d'îlot un peu rural, bizarrement, qui était resté là, un peu bucolique, avec des grands arbres. On avait un peu de la nostalgie de ça et de se dire voilà, on recrée un cœur d'îlot très végétalisé en toiture pour le coup. Donc il nous faut un matériau qui tienne très bien la route pour les toitures. Axel Acardo et Corentin Desmichel, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et je vous dis à tout à l'heure pour la remise des prix. À tout à l'heure. Dans quelques minutes, je recevrai l'équipe lauréate de la catégorie circuit court. Restez avec nous pour découvrir tout le palmarès des trophées Séquence Bois 2020. A tout de suite.